Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager la deuxième partie de mon entretien avec Jean-Louis Perrault, directeur scientifique adjoint à l'INRAE. Après avoir traité dans le premier épisode l'impact de l'élevage sur l'environnement, nous allons maintenant parler de ses conséquences sur le bien-être animal et sur notre santé. Pour rappel, Jean-Louis est mondialement reconnu pour ses travaux autour de l'élevage. Je souhaitais avoir un scientifique au bout du micro pour sortir des débats simplistes basés sur l'émotion qui sont monnaie courante lorsqu'on parle de l'élevage. Si vous avez écouté le premier épisode, vous aurez pu constater que le sujet est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Enfin, pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin, j'ai rédigé une série d'articles sur le blog du podcast pour vous permettre d'en retenir un maximum sur le sujet. Rendez-vous sur laclédeschamps-podcast.fr pour les lire. Je vous laisse maintenant en compagnie de Jean-Louis. Bonne écoute! Parfait, ça m'amène à la deuxième partie de l'impact de l'élevage sur notre santé. Est-ce qu'on peut dire que de manger des protéines animales, c'est essentiel pour nous ? Alors, les protéines animales sont des protéines de globalement meilleure qualité que les protéines végétales. Bon, là, à peu près, je pense que tous les nutritionnistes s'accordent là-dessus. Si on regarde la composition en acides aminés, il y a les 9 acides aminés indispensables dans les bonnes proportions dans le lait, la viande et les œufs. Le seul végétal qui peut rivaliser avec la viande, c'est le soja. Les autres, non. Les céréales sont très carencées en certains acides aminés, les protéagineux en d'autres. Donc, remélanger les deux permet de rééquilibrer. Mais l'essentiel n'est pas forcément que là, parce que on peut manger des protéines végétales et avoir un apport protéique suffisant. C'est plus difficile, mais on peut y arriver. Par contre, c'est tout ce qui concerne les micronutriments, oligo-éléments qui sont apportés par les produits animaux, produits végétaux. Et pour avoir un régime équilibré, on a besoin des deux. Il faut des produits animaux, il faut des produits végétaux. Les produits végétaux nous amènent un peu de fibres, notamment, que n'amènent pas les produits animaux. C'est pour ça qu'on discute aujourd'hui beaucoup de rééquilibrer nos rations avec des protéines végétales. C'est pas tant c'est les protéines végétales, parce qu'on va dire ça fera moins d'animaux, donc moins d'émissions de gaz à effet de serre, mais avec tous les bémols que j'ai mis sur ce raisonnement déjà. Mais par contre, les protéines végétales nous amènent des choses que les protéines animales ne nous amènent pas. Donc, il faut sûrement rééquilibrer un peu les rations. De là à passer de l'autre côté du cheval et à dire on n'a plus besoin de protéines animales, non. Non pour plusieurs raisons. D'abord, il y a des populations à risque. Les enfants en croissance, ça c'est bien étayé dans la littérature que l'absence de produits animaux chez le jeune enfant conduit à des retards de croissance, mais pire que ça, à des retards de développement de capacité intellectuelle. Ça, c'est un premier point. Chez les personnes âgées, on ne peut pas couvrir le besoin en protéines si on ne donne pas de la viande. Alors, c'est en plus des personnes qui en mangent moins pour des raisons dentaires notamment. Et donc, on travaille aussi sur faire de la viande plus accessible, plus mâchable, parce que donc c'est une deuxième population à risque, et le risque derrière, c'est la sarcopénie, donc c'est la fonte des muscles et de ne plus pouvoir marcher et de casser ses os. Et puis le troisième risque, c'est sur les femmes jusqu'à 50 ans qui aujourd'hui commencent de devenir un vrai problème, qui sont les carences en fer assez fortes dans beaucoup de pays, y compris dans des pays développés, Amérique du Nord et puis en Europe, comme par hasard d'ailleurs les pays qui sont les plus végétariens, donc par exemple le Royaume-Uni. Donc il faut y faire attention, ça peut être soluble, mais la meilleure façon de bien manger, c'est de manger un petit peu de tout, voilà. De manière raisonnable. Et au moment, on mange sûrement trop de produits animaux. C'était ma question d'après. Par contre, je voyais que tous les scientifiques s'accordaient à dire qu'aujourd'hui, on mangeait trop de viande de manière individuelle et qu'il fallait un peu diminuer notre consommation. Oui, on peut la diminuer. On n'est pas encore dans les zones qui créent. Alors, il y a eu des rapports très célèbres sur consommation de viande et cancer. Oui, mais
on n'est pas dans les zones où la consommation de viande est une source majeure de cancer colorectal chez nous, mais il faut faire attention. En moyenne de la population, on est très en dessous de la consommation, puisqu'on est à moins de 300 grammes de viande par habitant et par semaine. Il faudrait plus de 500, donc voilà, on est en dessous. Mais il y a quand même des gens qui mangent plus de 500, 10 ou 15% ou 20%, je ne sais pas, de la population. Donc voilà, ça, c'est des vrais personnes à risque. Donc baissons un peu la consommation de viande. Et en plus, moi, je me rappelle, je veux dire, quand on mange des plats français... il y a de moins en moins de légumes et de plus en plus de viande dedans dans les restaurants. Quand on mange un cassoulet, si la saucisse est un peu plus petite et s'il y a un peu plus de haricots, ça ne changera rien dans nos habitudes alimentaires et ça sera toujours aussi bon. Et la choucroute, aujourd'hui, le chou, il est caché par la charcuterie. Moi, quand j'étais gamin, il y avait une grosse plâtrée de chou, puis il y avait un peu de charcuterie dans l'assiette. Revenons à des choses plus équilibrées comme ça. Ça ne nécessite pas de changer nos régimes. Ça suffit juste de rééquilibrer un petit peu. Vous disiez on consomme un peu moins de 300 grammes par semaine. Est-ce que vous savez combien il faudrait qu'on en consomme pour qu'on calcule ? Non, c'est pas facile, mais on va dire que aujourd'hui, en Europe de l'Ouest, 60 à 65% des protéines que l'on consomme sont des protéines animales, donc 35% à 40% des protéines végétales. Si on revenait à un rapport 50-50, ce qui fait déjà une transition non négligeable, ça serait bien. D'accord, donc il faut se remettre à manger des lentilles. Oui, les lentilles au petit salé, c'est drôlement bon. Hein. Oui. Je vais m'y mettre. Mais comme par hasard, on mélange toujours le légume et la viande. Hein. Oui. Et tous nos plats traditionnels, c'est ça. Très bien. Et alors, la FAO, elle définit un régime alimentaire durable comme étant nutritionnellement adéquat, sain, sûr, culturellement accessible et abordable, protecteur de la biodiversité et des écosystèmes. Mais c'est vraiment un vaste programme, ça. Et je crois que les différentes dimensions de cette définition sont parfois en conflit. Alors, d'abord, il y a un point qui est important, c'est qu'un régime durable est culturellement acceptable. Ça, c'est un point important. Il y a trop de papiers dans la littérature, extrémistes. Le Heat Lancet, par exemple, qui veut imposer un régime uniforme pour tous les gens de la planète, tout le monde de la planète, c'est juste inacceptable. Jamais on mangera comme un Asiatique, jamais un Asiatique mangera comme nous. Voilà. Ça, donc, c'est pas des solutions, ça. Ensuite, dire, par exemple, qu'il faut être tous végétariens demain pour que ça soit mieux pour la planète, ça ne sera pas mieux pour la biodiversité, puisqu'il n'y aura plus de prairies, plus beaucoup. C'est pas acceptable non plus. Les gens veulent manger de la viande. Donc, il y a des gens qui veulent être végétariens, il n'y a pas de problème, très bien. Ou vegan, même pas de problème. Mais ce qu'il faut, c'est pas imposer sa vision au reste du monde, parce que le reste du monde ne pense pas comme soi. Donc, il faut que le culturellement acceptable, c'est bien. Après, il faut informer le public, parce que je pense que tout le monde est capable d'ajuster un peu son régime en fonction de ce qu'on lui dit et qui est juste. Et vous parliez des véganes, etc. Est-ce que c'est des régimes qui sont les plus durables ? Parce que je voyais sur le site de l'INRA notamment que ce qui semblait le mieux, c'était d'avoir entre 15% et 30% de protéines animales dans son régime alimentaire d'un point de vue de la durabilité et pour toutes les surfaces minimales dont on parlait. Non, un régime vegan n'est pas durable. Il n'est pas durable d'un point de vue nutritionnel. Sauf après, je veux dire, si vous préférez acheter de la vitamine B12 chez votre pharmacien plutôt que manger un bout de comté, peut-être d'origine animale, la vitamine B12, c'est ça qui est fou. Oui, d'origine animale qui est produite par l'herbe. C'est-à-dire, l'animal n'a pas eu une piqûre de vitamine B12 lui-même. Oui. On parle de la B12 parce que c'est la seule vitamine qui se trouve uniquement dans les produits animaux. Oui, mais il y a plein de vitamines, d'oligo-éléments, de zinc, notamment dans les produits animaux, qu'on retrouve très peu dans les végétaux et qui peuvent conduire à des carences. Tout régime d'exclusion expose à des carences, surtout si on les maintient sur le long terme. Donc ça, c'est un point. Après, l'optimum, le 15-30%, c'était revenir sur dire qu'est-ce qu'on produit, quelle est la production maximale d'aliments pour l'homme sur un hectare valorisé en agriculture. Cette production-là, elle est maximale quand les animaux produisent juste ce qu'ils sont capables de produire à partir des biomasses non consommables par l'homme.
les résidus d'un champ de blé, l'herbe des prairies de montagne qu'on ne peut rien faire d'autre. Et là, c'est entre 15 et 30%, voilà, à peu près. Donc, monter à 50%, ça veut dire qu'on admet une petite compétition entre l'alimentation animale et l'alimentation humaine. Mais comme on est à 65%, déjà aller à 50%, ça peut être un objectif. Et puis, l'objectif n'est pas forcément de manger, d'optimiser complètement chaque hectare. Mais je mettrai le graphique sur mon blog parce que c'est vraiment super intéressant. On voit que c'est une courbe qui, en gros, il y a vraiment un point minimal à ce 15%, 30%, qu'en dessous, on a besoin de plus de terre. Et au-dessus, par contre, ça augmente vraiment de manière drastique. C'est des chiffres très moyens, c'est-à-dire placez-vous dans un pays de montagne ou dans une région française de montagne, c'est pas 15 ou 30% si on vivait en autonomie. Je vis au centre du Cantal. Je vais manger 80% de mes protéines, ça va être de la viande, puisqu'il n'y a que de l'herbe dans le département. Et très peu de céréales. Si je suis dans le bassin parisien, je peux très bien ne pas avoir beaucoup de produits animaux, puisqu'on a tous les végétaux que l'on veut. Donc, c'est des données très, très moyennes, très globales, qui méritent d'être précisées, parce que c'est encore des calculs qui n'intègrent pas trop, en fait, les performances des animaux en fonction de ce qu'ils mangent. Mais voilà, ça donne un ordre de grandeur, oui. Disons que redescendre à 50% de protéines animales irait dans le bon sens sur beaucoup de critères. Ça permettrait de produire encore en valorisant mieux la prairie. Ça permettrait d'avoir suffisamment de protéines animales pour bien couvrir notre régime sur tous les nutriments, y compris ceux dont on ne connaît pas bien le rôle aujourd'hui, mais qui sont présents dans les produits animaux et végétaux. Voilà, donc on pourrait dire que ça, c'est un équilibre. Et que descendre en dessous, ça faut y réfléchir, mais de toute façon, déjà atteignons ce niveau-là, ça sera bien. Oui. Et pour clôturer cette partie sur la santé, aujourd'hui, il y a de plus en plus de substituts à la viande qui se développent. Je pense à la viande de synthèse, je pense aux insectes, à la viande végétale. Est-ce que c'est des alternatives qui sont crédibles ? La viande, viande végétale, déjà, j'aime pas le mot, parce que viande, pour moi, ça vient d'un animal. Il faudrait laisser tranquille la viande. Alors, je dirais que c'est tellement plus simple de manger directement des lentilles et du pois que d'aller chercher des produits ultra transformés, que je n'en vois pas trop l'utilité, si ce n'est d'enrichir ceux qui fabriquent ça. Xavier Niel et les nouveaux fermiers sont très contents avec ça. Et ils surfent sur cette vague. Après, pourquoi pas ? L'avantage de ces protéines végétales qui veulent ressembler à de l'animal, c'est qu'on a beaucoup de surface en culture. Donc on peut produire, on sait faire des quantités importantes. Il faut vérifier quand même que ce n'est pas des produits trop ultra transformés, parce qu'on sait que ces produits-là ont des problèmes, conduisent à des problèmes nutritionnels et de santé, mais on voit bien se développer déjà en France des startups qui vont justement sur ce créneau, protéines végétales très peu transformées, et faire des produits quasi naturels et sains. Très bien. Et ça, c'est une voie. On peut mettre plus de lentilles dans le petit salé, mais on peut aussi remplacer une partie de la viande du petit salé par de ces protéines-là qui peuvent avoir du goût, qui peuvent être texturées, etc. Attention aux produits ultra transformés. Les insectes, c'est autre chose. Les insectes, c'est... D'abord, on ne va pas en consommer beaucoup parce que culturellement, on n'en consomme pas. Bon, on peut en manger 2-3 grillons à la place de cacahuètes à l'apéritif. Oui, pourquoi pas. Mais ça ne fera jamais des quantités importantes. Par contre, l'insecte, il a un intérêt, c'est qu'il produit beaucoup de choses à côté. C'est-à-dire, il y a la chitine, par exemple, qui peut être utilisée un peu comme les animaux. Les animaux, on parle toujours, la vache produit, ou le cochon produit de la viande, mais il y a aussi tous les coproduits qui sont valorisés dans des filières. La gélatine, les os pour faire autre chose aussi, beaucoup de produits de matières grasses et de protéines non consommables dans la chaîne alimentaire servent à l'industrie pharmaceutique. Voilà, donc c'est indispensable pour l'industrie pharmaceutique, les animaux. On n'en parle pas. On a par exemple beaucoup... on est passé à côté d'une catastrophe. Personne n'en a parlé au niveau mondial, mais on a failli manquer d'héparine pour soigner les gens qui en ont besoin. C'est quoi l'héparine ? C'est un fluidifiant du sang. D'accord. Et on en a besoin dans les hôpitaux. Et on a failli en manquer au niveau mondial parce que la production de porc chinois s'est effondrée avec la peste porcine. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là qui sont absolument pas du tout repris, ils sont très complexes et pas du tout repris dans le discours ambiant. Donc
les insectes, ils peuvent faire comme les animaux, parce que ce sont des animaux de fait, ils peuvent faire aussi des coproduits. Ils peuvent être recyclés dans l'alimentation animale. C'est-à-dire on peut très bien imaginer demain de remplacer une partie du soja importé pour les volailles par de la production d'insectes qui seraient mangés par ces mêmes volailles. Si on arrive à le faire d'un point de vue économique, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, mais admettons. Donc, vous voyez les productions d'insectes. J'ai par exemple bu de la bière d'insectes. Bon, pas dire que je préfère pas une bière d'abbaye à Bruxelles, mais enfin bon, on peut faire de la bière d'insectes. C'est pour vous dire voilà tout ce qu'on peut faire avec. La viande in vitro, c'est tout à fait autre chose. Ça ne fait que remplacer de la viande. C'est de toute façon des produits ultra transformés. On ne parle absolument pas de ce qu'on utilise pour la produire. Des hormones de croissance qui sont interdites dans l'élevage. Par exemple, mais surtout, pour faire de la viande, faut commencer par avoir des acides aminés pour mettre dans le milieu de culture et des sucres. Comment on les produit, quel coûte tout ça, on ne sait pas. Et alors après, combien même on résolve ces problèmes techniques, alors d'abord, ça ne va pas se développer tant que ça, parce que ça va rester cher, et puis je pense je pense qu'une bonne partie de la population ne voudra pas de ce genre d'aliments qui quand même conduit à... faudra quand même il y a quand même beaucoup de papiers qui commencent de sortir maintenant, on se déshumanise à faire des trucs comme ça, quelque part. On perd notre culture, on perd beaucoup de choses, et quand je dis notre, c'est pas qu'européen, c'est mondial. C'est nos cultures, on perd. C'est pas forcément une solution évidente d'un point de vue technique, loin s'en faut, et puis ça aura des conséquences fantastiques sur l'agriculture, parce que alors pour le coup, ça fait quand même réduire beaucoup les surfaces. L'idée, c'est de plus d'animaux, plus de souffrance animale, donc plus d'animaux. Mais donc, quid de toutes ces surfaces valorisées par les animaux ? On va aller vers une agriculture encore plus intensive qui va aller faire encore plus de monoculture, blé sur blé, maïs sur maïs, etc. Non, c'est absolument pas une solution. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas avoir un petit peu de production de ça et puis que ça fasse plaisir un jour de manger un steak in vitro dans un McDo. De toute façon, manger du McDo, ça va, quoi. Par contre, ça ne remplacera pas la côte de bœuf, ça c'est sûr. Oui, bien sûr. Et ça m'amène à la partie d'après, sur le bien-être animal, parce que vous disiez que voilà, ça nous éloigne de notre culture, etc. Il y a un gros souci d'acceptation de la mort aussi dans nos vies aujourd'hui, non ? Bah oui, alors il y a deux choses. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de mouvements extrémistes qui se sont développés parce que l'élevage lui-même a été dans des extrêmes. Et qu'il y a une réaction qui peut être très forte. Mais c'est pas parce que l'élevage a été dans des extrêmes qu'il faut le supprimer. Qu'il faut repartir dans l'autre extrême. Voilà, c'est ça. Faut trouver un juste équilibre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les conditions d'élevage et d'abattage et de transport des animaux posent problème. Ça, c'est sûr. Et ils posent d'autant plus problème que les gens se sont éloignés de la vie à la campagne, où la mort faisait partie de la vie. Et voilà, moi, quand j'étais jeune, on tuait le cochon à la ferme, voilà. Puis c'était la fête dans la ferme ce jour-là, quoi. Mais ça, on a changé, mais du coup, on a industrialisé cette opération qui devient moins acceptable, d'autant plus que c'est des gens qui maintenant, ils ont leur chien ou leur chat chez eux, quoi, qui dort dans le lit, quasiment. Donc voilà, la sociologie a complètement changé et il faut que l'élevage change. Moi, ce que je dis toujours, c'est que l'élevage a des problèmes d'environnement. On peut les résoudre en partie. Il a aussi beaucoup de services qu'il produit. On en a discuté d'un certain nombre. L'enjeu majeur de l'élevage demain dans nos sociétés en Europe, c'est le bien-être animal. Et il faut vraiment qu'on trouve une voie pour améliorer ce bien-être sans trop nuire aux performances économiques. Et nous, à INRAE, on travaille beaucoup avec les ONG welfaristes, justement pour trouver des solutions pour améliorer ce bien-être, avec à la fois des recherches très fondamentales sur ce qu'on appelle la conscience animale. Qu'est-ce qu'un animal perçoit de son milieu? Comment il le perçoit? Est-ce qu'un animal est capable de se rendre compte qu'il n'est pas bien ou qu'il est bien? On sait qu'il exprime des choses. Les analyses d'images, par exemple, vont nous permettre de faire des progrès dans ce sens-là. Donc, c'est de la connaissance très dure. Comment ça se développe chez le jeune animal, mais chez le jeune enfant, c'est pareil. Comment l'olfaction se développe, la vision se développe, les sensations nerveuses se développent. Ça, c'est important. Et puis ensuite, il faut trouver des méthodes d'élevage qui, justement, permettent de répondre à ces besoins essentiels de l'animal, d'exprimer ses comportements, de se sentir bien. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut qu'un animal, il faut qu'il ait une vie,
pourrait dire qu'il vaut le coup d'être vécu quelque part. C'est-à-dire qu'il ne soit pas en souffrance tout le temps, c'est pas ce qu'on lui doit. C'est ce qu'on lui doit. Oui, c'est ça, c'est nos devoirs vis-à-vis de lui. Il y en a beaucoup qui parlent du droit de l'animal. Moi, je préfère vraiment parler du devoir de l'homme envers les animaux, qu'ils soient sauvages, qu'ils soient sauvages dans la vie sauvage, sauvages dans les cirques ou dans les zoos ou d'élevage chez nous. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et donc là, pour ça, nous, on travaille vraiment. Alors, on a ce volet recherche fondamentale qui est vraiment de la recherche. Et puis, on a des actions de recherche-développement avec des agriculteurs directement et ou avec des ONG qui sont très constructives sur ces questions. Alors bien sûr, on n'est pas toujours d'accord avec elles parce qu'elles veulent aller très loin très vite et les éleveurs disent oui, mais on ne peut pas faire tout de suite. Voilà. Donc il faut trouver des compromis, mais ça marche. Et on a par exemple une grosse opération en cours qu'on appelle le LIT, Laboratoire d'innovation territoriale Ouest-RL sur l'Ouest, où l'ensemble des acteurs des filières, les coopératives, les éleveurs, les ONG, les gens des territoires, donc les citoyens lambda. J'ai une réunion le 11 juin au soir, justement, pour discuter de ça avec des citoyens, pour voir qu'est-ce que vous voulez comme élevage dans votre territoire, quelles innovations vous voulez, mais comment vous voulez qu'on valorise ça, parce que si on fait un élevage bien mieux disant d'un point de vue bien-être de l'animal, ça peut coûter plus cher. Est-ce qu'on peut le valoriser dans les cantines locales, dans les écoles, dans la restauration hors foyer, ou est-ce que vous, en tant que consommateur, vous pourriez payer un peu plus cher votre côtelette ou de porc ou votre demi-poulet ou je ne sais pas quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des actions très concrètes. Non, c'est toujours très compliqué. Et le bien-être, ça sera toujours crescendo, quoi. C'est-à-dire, si on arrive à avoir un élevage carbone neutre, on peut y arriver, il sera carbone neutre. On ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Le bien-être, il y aura toujours de nouvelles connaissances et de nouvelles exigences. Donc, il faut rentrer vraiment dans cette démarche de progrès. Ouais, et définir le niveau de bien-être optimal, finalement, qui est raisonnable, qui est le meilleur compromis. Alors, le niveau de bien-être optimal, qui est le meilleur compromis entre ce qui est acceptable économiquement par une filière et ce qui est souhaitable ou acceptable par la société. Et ça doit se déplacer progressivement. Et on voit souvent des vidéos chocs de ce qui peut se passer sur certaines exploitations ou dans certains abattoirs. Est-ce que ça, c'est une réalité en France? Est-ce que c'est des épiphénomènes? Et est-ce qu'on connaît la part de l'élevage intensif en France? Intensif, est-ce qu'on a l'imaginaire tous? Parce que j'étais surprise, mais j'ai découvert qu'il n'y avait pas vraiment de définition concrète de l'élevage intensif, c'est-à-dire de dire c'est X poulets par mètre carré, Y porc. J'ai pas trouvé ça. Du coup, je trouve pas de statistiques pour savoir quelles exploitations dans l'esprit populaire, intensif, c'est l'animal qui est dehors dans un bâtiment, qui voit pas le jour et qui ne sort jamais de son bâtiment, sauf pour aller à l'abattoir. En gros, c'est comme ça que c'est défini. Après, en tant que scientifique, intensif, c'est effectivement combien de surface par animal, ou c'est intensif en production par animal, c'est intensif en capitaux investis dans l'exploitation, c'est intensif en travail et pas en capital. Donc, on pourrait définir différentes façons de voir l'intensif, mais on va dire dans l'esprit commun, c'est ça. Et ça, il faut que ça change. Et ça va changer, je pense, assez vite. Alors, est-ce que ces vidéos-là ont permis de prendre... D'abord, elles ont permis de prendre conscience qu'il y avait des problèmes dans un certain nombre d'élevages. Et puis surtout, il y a une espèce de... Je ne sais pas s'il faut dire terreur, mais je veux dire, il y a une pression qui se met sur un certain nombre de distributeurs qui ne peuvent plus dire non. Et puis du coup, tout le monde impose les œufs hors cage parce qu'on leur dit, si vous faites pas ça, on va vous dénoncer. Voilà. Donc, mais bon, c'est critiquable, mais ça fait progresser les choses, on va dire. C'est comme tous les extrêmes. Les extrêmes oui, mais arrive un moment, vous évoluer le droit des femmes. Mais il faut trouver le juste compromis parce que ces élevages vraiment catastrophiques, il n'y en a pas tant que ça. C'est parfois aussi des montages d'images. Enfin, voilà, on tourne des heures pour trouver le truc trash, etc. Et puis c'est quand même loin d'être la même. Enfin, je veux dire, quand on voit des images avec des animaux agonisants, je dis pas que ça n'existe pas, mais l'éleveur il gagnerait pas sa vie si tous les élevages étaient comme ça. Or, les éleveurs, en tout cas un certain nombre, gagnent quand même un peu leur vie, même peut-être pas suffisamment, mais quand même. Donc ça veut dire que c'est pas la réalité, quoi. Ouais. Mais on veut faire croire dans un certain nombre de médias que c'est la réalité. Mais non, c'est pas la réalité. Très bien, parfait. Et pour finir cette interview, je voulais discuter avec vous des enjeux de demain de l'élevage. Le premier, donc on l'a dit, c'est diminuer son empreinte environnementale. À quoi doit ressembler l'exploitation idéale pour vous ?
Oh, il n'y en aura pas une, il y en aura plusieurs. Alors, je sépare. Alors, pour les ruminants, pour moi, c'est le ruminant, il valorisera de l'herbe. Pas uniquement de l'herbe. Quand on est en Bretagne, on a un petit peu de maïs, mais pas besoin de 30% de maïs dans la surface fourragère. 10%, 15%, ça serait bien. Donc, valoriser beaucoup d'herbe. Pour moi, c'est ça le ruminant. Et le ruminant, il est très fort pour faire ça. Il n'est pas très fort pour manger des céréales, en fait. Si on a des céréales, il faut mieux donner un cochon, c'est plus efficace. Mais l'herbe, non, le ruminant, il est très, très bon pour ça. En plus, on a plein de beaux paysages en France qui sont maintenus grâce au ruminant. Donc voilà, faut faire. Et d'ailleurs, dans les territoires où il n'y a plus d'élevage, on réintroduit de l'élevage et souvent des ruminants. Il y a quelques essais en Beauce. De la région d'où vous venez, il y a des essais où des éleveurs remettent des bovins viande dans leur ferme céréalière parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a plus de matière organique dans les sols, qu'ils ont plein de produits qui valent rien mais qui pourraient faire de l'engraissement avec leurs animaux. Voilà. Et puis, on peut réintroduire de l'élevage aussi, alors de façon plus anecdotique, mais pas inintéressante, dans les vignes et les vergers. Parce que pour des raisons agroécologiques, on remet de l'herbe dans ces... Et puis les animaux, ils sont bien parce qu'ils mangent l'herbe. Et puis si on y met des volailles, les volailles, elles picorent et elles mangent les petits insectes qui sont les parasites. Et c'est une façon de faire du biocontrôle. Il y a quelques arboriculteurs, on travaille avec eux, on a un projet de recherche là-dessus. C'est très intéressant, sauf que l'arboriculteur, il dit « Moi, je ne suis pas éleveur, donc les poules, c'est bien, mais ce n'est pas moi qui peux m'en occuper. » Donc, il faut trouver de nouveaux modes d'organisation où il y a quelqu'un qui a des poules et puis qui va de verger en verger avec son troupeau, ou qui a des moutons et qui va d'une ferme à une autre. Ça, je pense que c'est une vision future d'une polyculture élevage. Et celle-là, elle peut se redévelopper, donc remettre des animaux là où ils ont disparu, puis peut-être en retirer là où il y en a de trop. Ça, c'est avec la volonté et la puissance des régions, parce que c'est elles qui vont imposer les systèmes alimentaires au niveau de leur région. Toutes les régions, Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, Provence-Côte d'Azur, etc. Toutes les régions vont vouloir plus de local, mais si on veut plus de local, il faut remettre de l'animal et du végétal. Et peut-être que c'est par cette voie-là qu'on va remettre de l'animal dans les zones où il a disparu pour des raisons économiques et où il ne réapparaîtrait pas pour des raisons économiques ou de travail, mais où peut-être les agriculteurs ils vont être incités à faire ça et puis payer par d'autres modes d'organisation. Donc pour moi, ça c'est un élevage très souhaitable pour l'avenir. Après, sur ce qu'il est convenu d'appeler les élevages intensifs, donc on va dire le poulet et le porc, entre guillemets, intensifs, là, il faut... je n'ai pas la réponse, mais à la fois, nos modèles actuels doivent évoluer parce qu'ils sont plus soutenables pour des raisons de bien-être animal notamment, plus que d'environnement, mais d'abord de bien-être animal. Et puis, en même temps, on ne peut pas faire que vivre un agriculteur avec 5 cochons et 3 poules. Et partout dans le monde, ces élevages de volailles et de poules s'intensifient, se concentrent. Regardez ce qui se passe en Chine, c'est des troupeaux de 5000 truies ou plus, dans des immeubles de 5 ou 6 étages. Regardez en Ukraine, ils se montent des poulaillers de 12 millions de poulets. Donc c'est 100 fois ce qui se passe chez nous, quoi. Il ne faut pas qu'on fasse ça. Mais il faut qu'on trouve ce que j'appellerais une troisième voie entre ce qui est l'intensif aujourd'hui et ce qui serait quelque chose d'extensif, mais dont on peut rêver, mais qui ne sera pas réaliste d'un point de vue économique. Alors le fait que, voilà, donc, c'est de trouver cette troisième voie-là qui est, à mon avis, essentielle pour l'élevage européen de demain, qui concilie l'environnement, le bien-être animal, et n'oublions pas, on n'en a pas beaucoup parlé, mais le bien-être de l'éleveur, c'est sa qualité de vie. Parce qu'en fait, on a des travaux à l'INRA là-dessus, on a une chercheuse notamment qui montre qu'il y a aussi un certain niveau de mal-être des éleveurs quand ils voient que leurs animaux ne sont pas dans un très bon état de bien-être. Après, ils ont une connaissance de l'animal qui n'est pas celle des médias et qui n'est pas celle du grand public. Le grand public peut s'offusquer d'un certain nombre de choses que l'éleveur va trouver tout à fait naturel parce que c'est son milieu et puis il connaît ses animaux, il sait comment ils réagissent. Mais il y a des éleveurs qui sont malheureux de voir d'être contraints de conduire leurs animaux d'une certaine façon parce que c'est le monde économique qui est comme ça, quoi.
Et ça, c'est trouver cette troisième voie, c'est là où c'est compliqué, mais bon, il y a la recherche. Heureusement que vous êtes là. Le deuxième challenge, on en a beaucoup parlé, c'est finalement de participer à trouver des compromis pour nourrir une population croissante en respectant l'environnement et le bien-être animal. L'élevage, là-dessus, vous dites même que c'est peut-être le problème aujourd'hui, mais ça sera surtout la solution de demain. C'est ça que vous dites à la fin de votre rapport. Alors oui, ça fait partie des solutions, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer un monde que végétal, parce que ça serait un monde que d'engrais azotés et de pesticides, parce que si on diversifie les rotations et qu'on ne puisse pas manger ce qu'on produit, voilà, ça ne sera pas très efficace. D'ailleurs, un point que les gens oublient aussi dans le raisonnement, c'est que si on veut, dans un monde complètement végétal, il faudrait produire beaucoup plus que ce qu'on a besoin pour nourrir l'humanité, parce qu'il faudra remettre de la matière organique dans le sol, qui revient aujourd'hui par les animaux. Et donc, il y a une grosse partie de la biomasse produite qu'on ne pourra pas manger, mais qu'il faudra remettre au sol. Donc, ça veut dire que les gains d'efficacité ne seront pas si élevés que ça. Et oui, l'animal, il est en partie une solution parce qu'il recycle les biomasses. Et donc, il faut trouver le bon volume de production animale qui permet de maximiser ce recyclage de biomasse sans aller piquer ce qui peut aller directement dans l'assiette de l'homme, ou pas trop. Parce qu'au passage, on gagne en qualité d'aliment aussi. Hein, donc, on parlait de protéines tout à l'heure. Donc voilà, le calcul n'est peut-être pas si simple que ça. Mais ça peut se réfléchir. Et donc, l'animal, il est une solution parce qu'il mange cette biomasse-là, il recycle. Il est une solution parce que c'est par lui qu'on pourra maintenir de la biodiversité, notamment par les prairies, d'où le rôle majeur des ruminants. Et puis, c'est par lui qu'on va maintenir de l'emploi dans les campagnes, parce que regardez ce qui s'est passé dans une zone comme la plaine de Niort, qui s'est entièrement céréalisée depuis les années 70. La vie a disparu. Les agriculteurs habitent en région niortaise, ils viennent travailler dans leurs fermes, il n'y a plus d'élevage. Et les députés de la région font tout pour essayer de remettre de l'élevage et des haies. Et au passage, d'ailleurs, on a perdu une population d'oiseaux très emblématique de cette région, qui est l'outarde canepetière. C'est très étudié par le CNRS de Chizé pour voir justement en quoi la disparition d'un élevage bien conduit a conduit à perdre de la biodiversité dans le territoire. Alors, si on avait mis que de l'élevage intensif de volailles ou de porcs, on aurait aussi perdu de la biodiversité. Donc voilà, il faut trouver l'équilibre entre tout ça. Donc l'élevage, il fait partie de ces solutions. Et puis l'élevage, il est d'abord là pour nourrir le sol, hein. Pour nourrir le sol avec ses effluents, la matière organique qu'il ramène. Et puis dans d'autres régions que les nôtres, il ne faut jamais oublier qu'il y a 800 millions de pauvres agriculteurs dans le monde qui ne survivent que parce qu'ils ont un tout petit peu d'élevage et qui ne survivraient pas sans élevage. Parfait. Et le troisième challenge, et ça m'amènera à la question de l'auditeur, c'est qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il y a un challenge pour mieux communiquer sur les services qui sont rendus par l'élevage. Comment on peut faire, c'est Elodie qui vous demande, pour élever le débat et arrêter les traitements simplistes, soit tout noir, soit tout blanc, et mettre dans la balance les côtés positifs de l'élevage. Il y a un vrai sujet sociétal là-dessus. Oui, mais moi je suis pas communicant, donc j'ai pas la solution, mais c'est des interviews comme on fait aujourd'hui, qui essayent d'aller un peu au fond des choses, mais c'est long, on voit bien que c'est long à expliquer, que c'est compliqué, mais c'est à force de faire qu'on va y arriver. Mais c'est pas en 2 minutes au JT de 20h qu'on va expliquer toute cette complexité de l'élevage. C'est beaucoup plus facile de dire, alors je vais pas citer de nom parce que je serais méchant, mais l'élevage pollue plus que les transports. Ça c'est un message qui passe très bien. Mais on leur dit, mais non, c'est pas vrai. Puis attendez, le méthane fait partie d'un cycle. C'est pas comme le CO2 des voitures qui provient d'énergie fossile. Ben non, c'est compliqué. Mais la vie est compliquée et c'est compliqué d'expliquer l'élevage. Et on est parti sur un discours médiatique hyper simpliste. Pas tous les médias, faut aussi... Même des grands médias sont beaucoup moins simplistes. Mais on voit bien dans la presse écrite, par exemple, les journaux qui prennent parti dans un sens ou dans un autre. Très bien, et je vais passer à mes questions de fin maintenant. La première, c'est qu'est-ce qui vous rend fier à vous d'exercer ce métier ? D'avoir contribué, de par mes petits moyens, à faire avancer un peu la pensée autour de l'élevage, ces dernières années notamment. D'avoir fait avant, comme tout chercheur, de la publication scientifique, tout ça, mais je crois que je suis fier, c'est ça, c'est d'avoir instillé un peu un mode de raisonnement. Enfin, je ne suis pas le seul, hein. Il y en a d'autres qui pensent comme moi, des chercheurs, mais d'avoir mis ma pierre à cet édifice pour dire, attention, l'élevage fait partie d'un tout et c'est ce tout qu'il faut étudier et pas l'isoler. Et il est tout autant une solution qu'un problème.
et qu'il faut arrêter les approches simplistes. Très bien. Ma deuxième question, c'est est-ce que vous auriez un truc à nous donner pour qu'on puisse étaler notre science au prochain repas entre amis? Le message le plus facile à faire passer, c'est que l'élevage produit des services. Biodiversité, emploi, je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Il y a aussi que vous en avez un peu parlé, mais que c'est faux, que l'élevage émet autant de gaz à effet de serre que les transports. Qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? Pourquoi il y a cette idée qui circule? Alors, pourquoi il y a cette idée qui circule? En fait, au départ, c'est une communication erronée de la part de la FAO. Mais c'était au tout début qu'on réfléchissait sur les analyses de cycle de vie. Pour l'élevage, ils ont tout compté, tout a été compté, donc du berceau à la tombe, y compris effectivement le soja qui provenait de la déforestation en Amazonie. Par contre, pour les transports, on n'a compté que ce qui était émis par les voitures, les bateaux, les camions. Mais on a oublié tout ce qu'il fallait comme énergie pour soustraire du pétrole du sol, le transformer, en faire du carburant. Et donc, quand on fait ça, les transports polluent bien sûr beaucoup. Polluent beaucoup plus que l'élevage. Ça, c'est clair. Et la FAO a republié là-dessus. Mais ils ont fait un communiqué de presse, je crois, pour s'excuser, dire qu'il y avait une erreur. Oui, mais c'est bien sûr... Non, alors, ils ont fait plusieurs choses. D'abord, ils ont dit que le 18%, qui était le premier rapport de la Fondation Look Shadow, ça a été revu à 14,5%. Alors ça, on va dire, c'est un peu peanuts. Bon. Mais c'est surtout, ils ont fait une communiqué de presse pour dire, voilà, le calcul n'était pas bon. Si on raisonne à même aux mêmes frontières, évidemment que le transport pollue beaucoup plus. Mais c'est même plus grave que ça, docteur, pour moi. Alors en Europe, c'est clair, je vous avais donné les chiffres, 7-10% pour l'élevage versus 35% pour les transports. Mais on a besoin de se transporter, donc il ne faut pas opposer les choses non plus. Bien sûr. Mais sauf que l'élevage, c'est ce que je disais tout à l'heure un peu là pour que vous épatiez la galerie, c'est du méthane qui est recyclé, c'est un méthane biologique. Que ce qu'on émet par les transports, on va le chercher dans le fin fond de la Terre. C'est du carbone qui est stocké depuis des millions d'années. Alors c'était du charbon et puis maintenant c'est du pétrole. Donc alors demain peut-être plus parce qu'il y aura d'autres modes de transport. Mais je pense qu'il y a ça, et ça c'est vraiment un problème de ce calcul des équivalents CO2, c'est qu'on ne prend pas en compte l'origine de la source d'énergie, quoi. Et c'est quand même plus grave d'émettre 1 kg de CO2 s'il provient d'énergie fossile que si c'est 1 kg d'équivalent CO2 parce que ça provient d'épandage d'effluents sur un champ, quoi. Et c'est fou parce que ce chiffre-là, ce truc de ça produit plus de gaz à effet de serre que les transports, c'est toujours utilisé. J'écoute un podcast il y a 3 jours d'un journaliste très engagé dans mais c'est des journalistes de mauvaise foi qui disent ça. Ou pas informés, mais s'ils ne sont pas informés, ils ne sont pas journalistes. Je ne sais pas ce qui est le pire. Parfait. Et ma dernière question, c'est où c'est qu'on peut vous contacter ou accéder à vos travaux si on veut en savoir plus? Alors, pour accéder à vous allez sur Internet, je trouve qu'il y a plusieurs pages où on trouve mon nom avec pas mal de choses dessus. Donc ça, c'est la façon la plus simple pour la personne qui peut être intéressée pour ça. Sinon, après, c'est des publications scientifiques ou des articles dans la presse. Il y en a un certain nombre. Il y a un certain nombre de podcasts aussi, mais ça, on les aura sur Internet. Parfait. En tout cas, merci beaucoup. C'était hyper intéressant. À bientôt. Merci pour les questions, en tout cas. Au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.